Papa, c'est quoi la convergence organisationnelle? Dans notre réflexion sur la convergence organisationnelle, nous identifions plusieurs éléments qu'il faut mettre en convergence pour renouveler l'organisation des entreprises. Nous y incluons une recherche de convergence entre l'organisation du travail et le sens de l'activité humaine dans le travail. C'est un objectif qui part d'un constat de l'écart grandissant entre les évolutions contemporaines de l'organisation du travail et les bases biopsychosociales de l'activité humaine. Cet écart est un facteur d'inefficacité et de risques psychosociaux. À partir des connaissances anthropologiques sur l'origine de l'homme et éthologiques sur son comportement, je vous propose de mettre en regard les caractéristiques biologiques humaines ainsi que l'origine de ses aptitudes sociales avec les organisations productives au cours de l'histoire. Il ne s'agit pas de réduire l'homme à sa biologie, mais de l'intégrer à la réflexion les facteurs fondamentaux qui construisent l'homme. L'homme a une nature biologique qui détermine les bases de son fonctionnement physiologique, sensoriel et cognitif. L'homme montre aussi une prédisposition à créer des assemblages sociaux et des formes locales d'organisation en réponse aux contraintes du milieu qu'il habite. Cette capacité culturelle et sociale est portée par des prédispositions définies biologiquement. L'empathie, la socialité, l'aptitude à coopérer, l'échange par le langage ont des bases physiologiques. Plus généralement, tout ce que nous percevons du monde physique ou social est interprété et filtré par nos sens biologiques et interprété par notre cerveau cognitif, social et émotionnel. Part de notre héritage commun inclut aussi la capacité à l'apprentissage, à l'action collective et à la créativité qui fondent les cultures humaines. Culture et technique évoluent rapidement à l'échelle de l'évolution biologique de l'homme. Donc l'écart peut grandir entre les besoins d'un homme psychosocial qui obéit à une longue, lente évolution par sélection naturelle et les formes d'organisation du travail mises en place qui obéissent à une sélection de nature économique beaucoup plus rapide. Définissons d'abord cet homme biopsychosocial qui est le produit de l'évolution. En premier lieu, il y a le lien fondamental entre la main, l'outil et le cerveau. L'homme est caractérisé par l'usage intensif de la main et des outils. La libération de la main, l'opposition du pouce sont des facteurs majeurs de l'évolution du volume du cerveau chez les premiers hominidés. La libération de la main a aussi permis le développement de l'industrie du silex. Les recherches sur les primates tendent par ailleurs à montrer que la taille du cerveau, qui est comparativement gros chez l'homme, est corrélée à la taille du réseau social que l'espèce peut mettre en place et réguler. Donc l'homme a un gros cerveau, il peut réguler les relations sociales sur une échelle importante. Le cerveau humain a évolué vers l'adaptation aux activités coopératives, collaboratives, impliquant des buts partagés, des plans d'action socialement coordonnés. Cette évolution de la main, du cerveau et des outils, en coévolution, a façonné notre fonctionnement physique et cognitif. L'homme, donc, par constitution, utilise sa main en conjonction avec son cerveau, trouvant un équilibre que je pense est fondamental. Mais les modes contemporains de production et d'organisation contredisent ce besoin au prix de la santé des travailleurs. Bien sûr, la main fonctionne avec le corps dans son entier, qui est engagé dans le geste et l'activité. Ces gestes se développent à travers un dialogue entre le corps et la matière, et sont ensuite intégrés par l'environnement social, qui produit un geste rituel ou technique qui, lui, sera transmis. L'homme doit aussi être vu sous l'angle d'un animal social, c'est-à-dire qu'il a des capacités cognitives et émotionnelles qui sous-tendent cette vie sociale. Que nous apprend l'origine de l'homme sous l'angle de l'animal social? Envisageons d'abord le rôle du feu. On considère la maîtrise du feu comme une étape décisive de l'évolution de l'homme moderne vers 1,5 million d'années. Le feu a permis de cuire la viande, fournissant des protéines, et de cuire les racines, fournissant des glucides, qui procurent rapidement l'énergie nécessaire au fonctionnement du cerveau très énergivore. Le temps moindre consacré à s'alimenter et à digérer libère donc du temps pour une vie collective et la coopération, qui entraîne de là même un développement des capacités sociales pour assurer le lien et la coordination avec les nombreux individus qui constituent le groupe. Ces relations sociales durables bénéficient à la survie de chaque membre du groupe. Le lieu même du foyer du feu pourrait être l'endroit initial du développement du langage, où on a pu avoir les premières régulations techniques et la discussion sur les régulations collectives et la discussion sur les techniques. Il n'y a pas de vie sociale sans coopération, sans discussion. Cependant, les éthologues ont établi les comportements qui permettent cette coopération. Parmi ces traits comportementaux, on distingue l'altruisme et la sensibilité à l'équité qui ont une évolution ancienne chez les animaux sociaux. D'abord, l'altruisme. Fait partie des comportements supportant la socialité. Comment aider sans contrepartie les membres du groupe social, immédiate. L'altruisme bénéficie au groupe et la possibilité de faire groupe
durablement dépend d'un degré suffisant d'altruisme, ainsi que de l'empathie nécessaire à considérer l'autre comme son prochain. On observe aussi l'aversion à l'iniquité sociale qui est connue chez nos cousins primates. Les capucins, singes, refusent de participer à une tâche imposée s'ils sont témoins de la récompense plus attractive d'un congénère pour un effort égal. Et encore plus si la récompense est obtenue sans effort. D'autres espèces coopératives, le chien, le loup, le chimpanzé, présentent cette même sensibilité à l'iniquité. L'homme donc, en tant que primate, est une espèce coopérative ultrasociale adaptée à la vie dans les systèmes sociaux complexes, dans lesquels les comportements collectifs et de cohésion sont favorisés, tandis que la tricherie sociale et l'iniquité sont réfrénées et punies. Ces traits adaptatifs sont manifestés par le comportement et inscrits dans la physiologie et la cognition. Il y a coévolution de la cognition et de la socialité. Cette capacité à constituer des groupes durables est doublée de la capacité à coopérer, à échanger par le langage, qui amplifie les avantages de la vie sociale et l'évolution associée des capacités cognitives. L'abstraction par le langage permet la projection donc de futures actions collectives, l'apprentissage à partir des actions collectives passées. Chaque individu humain bénéficie ainsi des productions matérielles et intellectuelles des générations passées. On constate l'acquisition cumulative de connaissances et leur transmission par l'apprentissage. L'homme moderne a donc hérité de l'évolution, son fonctionnement biologique et les bases de son fonctionnement psychique, mais aussi ses capacités à vivre en groupe et par l'empathie et le langage à apprendre de l'expérience de l'autre. Il est bien bio-psychosocial, il est biologique par son fonctionnement physiologique et ses capacités cognitives, il est psychologique et émotionnel par sa capacité d'empathie, d'altruisme et l'aversion à l'iniquité, il est social par le développement de ses structures organisées complexes. Ceci étant établi, est-ce que les organisations du travail et les modes de production sont en cohérence avec les besoins fondamentaux de l'homme ? L'homme développe et échange outils et techniques depuis l'émergence des humains modernes et chaque cycle technologique est lié à une organisation du travail. Il est utile de suivre une démarche chronologique pour instruire la question de la divergence entre les attendus biopsychosociologiques de l'homme et les organisations du travail. Au Paléolithique, les outils en silex sont produits par des artisans sur les sites d'extraction des silex. Sur ces sites, la production est localisée dans des ateliers où l'on retrouve des accumulations importantes de rejets de taille. L'organisation de ces ateliers et leur répartition suggèrent que le travail évolue vers une spécialisation des artisans tailleurs de silex, l'amélioration de la productivité et le développement des échanges d'objets produits. La seconde grande étape de l'homme moderne, c'est le néolithique, il y a 10 000 ans avec l'apparition de l'agriculture et la domestication. Cette étape marque les débuts de la sédentarisation dans les villages. La productivité améliorée des cultures par rapport aux espèces sauvages permet de constituer des réserves. On lie cette sédentarisation avec la division du travail, l'apparition d'une organisation sociale adaptée à la production, à la protection des réserves, incluant des chefs qui protègent ce bien commun. Avec l'âge des métaux, développement du bronze puis du fer, les techniques de fonte et d'alliage se complexifient, les ateliers se spécialisent pour ces techniques. La production se différencie aussi et on voit apparaître des biens de prestige et des tombes aristocratiques. Le métal devient marchandise et peut nourrir un commerce sur de longues distances. La société devient très complexe et hiérarchisée. Donc on observe ici un premier mouvement de découplement des lieux d'extraction et de culture de la ressource première avec les lieux de transformation et de consommation et le développement d'une spécialisation des métiers. Production, transformation, transport, des métiers de garde, de chef, qui est donc l'Antiquité, on va dire. Au Moyen-Âge, la spécialisation des techniques et ateliers se développe et les groupes professionnels s'assemblent en corporation. La corporation regroupe des artisans indépendants. Elle fixe le périmètre du métier, les règles, le fonctionnement, les critères de qualité, protège les membres au niveau juridique et social. Et le savoir est transmis entre le maître et l'apprenti. Mais le travail artisanal indépendant n'est pas la seule forme d'organisation du travail au Moyen-Âge. Les prémices d'une organisation industrielle sont déjà apparues. La manufacture disséminée qui organise le travail de travailleurs spécialisés opérant chez eux. Par exemple, on distribue les matières premières à l'automne dans les fermes, on récupère les produits au printemps. C'est le cas de l'horlogerie dans le Jura, des tissus dans le Lyonnais. Mais aussi, dès le Moyen-Âge, des premières manufactures centralisées qui préfigurent l'entreprise moderne. Des travailleurs spécialisés sont rassemblés sur un même site. Ainsi, les déplacements de matières entre les différents stades de production sont réduits, le contrôle du travail est bien sûr facilité. In fine, l'organisation industrielle, à partir du XVIIIe siècle, divisera le travail, le spécialisera autour des machines pour aboutir au début du XXe à l'organisation scientifique du travail de Taylor, qui quantifie et planifie l'acte productif.
Donc depuis l'homme paléolithique façonnant son outil jusqu'à l'ouvrier spécialisé sur sa machine, on peut voir un dédoublement de deux axes fondamentaux de l'activité humaine. L'axe du faire autonome, de la production d'un objet finalisé, une œuvre mobilisant les ressources ancestrales dans leur unité. Et l'axe du produire ou du travail hétéronome, c'est-à-dire un travail géré par une organisation du travail déterminée par un tiers qui restreint l'usage finalement, le travail à l'usage de capacités physiques ou intellectuelles ramenées à des unités mesurables et au temps, fournies par des individus qui peuvent être interchangeables, une force de travail qu'on peut quantifier et qui permet l'organisation industrielle. On retrouve ici Hannah Arendt qui oppose Homo faber, le créateur autonome, et Hannibal Laborance, le travailleur, animal d'ailleurs, interchangeable. Cette évolution des organisations modernes du travail issues de la révolution industrielle s'écarte en tendance d'une organisation compatible avec nos prédispositions et capacités physiques et cognitives. Le travail devient parcellaire et délocalisé, la valeur du travail comme constructeur de l'individu est mise à mal, et le travail devient un emploi dont la finalité échappe à l'individu. Nous observons aussi que les organisations contemporaines mettent à mal les besoins de socialisation dans le travail et autour de l'activité, les espaces de débat sur le travail. Il y a une divergence entre l'écologie naturelle de la production humaine et l'optimisation du processus de production, et la divergence apparaît entre l'activité de travail et son adressage social. Cette divergence s'est déroulée en deux temps. On peut pointer d'abord le contrôle du temps. Dès les premières manufactures, au XIIIe siècle, le temps devient un élément de contrôle et de rationalisation. Pour ce faire, les horloges habituellement utilisées, les cloches des églises à l'époque, ne peuvent pas rythmer sérieusement la journée de travail. Le temps des cloches est un temps chargé de symboles, de règles, de valeurs sociales qui convient pas aux marchands et aux manufacturiers. Donc, les horloges de travail s'installent dans les grandes villes drapières du Nord. Un temps laïcisé par des horloges de travail devient un temps exploitable. Il n'est pas symbolique, il n'a pas de valeur autre que être homogène, continu et divisible, dans lequel les gestes du travail sont reproductibles à l'infini. Ce temps est celui de la coordination et la production entre ateliers. Il est cohérent avec le temps des machines, qui prennent une place croissante dans le développement des manufactures. Après ce premier contrôle du temps, la rationalisation des flux de production s'accompagne de la prescription du geste productif. La production industrielle, donc, essaye de rationaliser le geste, c'est-à-dire le prescrire et le mesurer. Ce contrôle du geste, imposé par le mode de production, sera formalisé par Taylor. L'ingénieur des méthodes devient alors le prescripteur patenté du geste de l'ouvrier, dans une organisation scientifique du travail. La dimension hétéronome du travail devient plus importante en même temps que se réduit la part d'autonomie. La nature du travail change avec le développement industriel. De l'artisanat à la manufacture, puis à l'usine, on peut voir le passage de l'œuvre au travail. Dans ce passage, on passe aussi de l'outil à la machine, en abandonnant la main et son prolongement par l'outil, au profit de la machine, prolongée par le corps du travailleur. Hannah Arendt encore dit « Le plus raffiné des outils reste au service de la main, incapable de guider ou de remplacer la main, mais la plus primitive des machines guide le travail du corps. Le rythme mécanique remplace le rythme du corps. » Voilà ce que dit Hannah Arendt. Parallèlement, le travailleur est souvent privé des moyens de régulation de sa propre production. Il ne voit pas le produit fini. Les contrôles sont délégués à des tiers. Le temps et les lieux pour débattre du travail, des règles et des processus sont restreints. Cette perte en tendance du pouvoir d'agir, de la capacité à réguler son travail par l'examen de sa production, l'impossibilité d'en débattre, crée une carence profonde, essentielle, due à la négation d'une part fondamentale de l'homme biopsychosocial modelé par l'évolution. Le développement accéléré des techniques contemporaines induit une évolution nouvelle de l'organisation des entreprises. Les machines de la révolution industrielle ont fourni à l'homme un pouvoir physique accru sur la matière, par l'usage de la force, vapeur, électricité, pour produire des objets réduisant la pénibilité individuelle du labeur. Les machines actuelles, l'informatique, la robotique, les réseaux, fournissent un pouvoir qui, lui, est d'ordre, non plus physique, mais cognitif, par la manipulation d'informations, d'images, sans impact direct sur la matière. L'informatique, les automatismes, la robotique modifient le travail. Dans la production industrielle, le rapport direct à la matière s'éloigne. La socialité du travail change de forme par l'usage des réseaux, remplaçant les interactions physiques. Et ces transformations s'accélèrent.
Eh bien, où se situe cet homme biopsychosocial, c'est-à-dire nous, dans le modèle industriel et économique? Le travail n'est-il qu'un lieu où le seul enjeu serait la rétribution financière ou la production de richesses, abandonnant le rôle du travail dans la construction sociale, dans le développement de l'individu? Nous ne pensons pas que le travail doit se réduire à être un lieu strictement économique, et c'est bien l'enjeu de notre ouvrage sur la convergence organisationnelle.